Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'informations sur la première. Un accident mortel est survenu ce dimanche en fin d'après-midi. Le drame s'est déroulé sur la route de la plage de Sakouli dans la commune de Bandélé. Il s'agit d'un motard qui participait au Tour de l'île mensuel organisé par la Fédération mahoraise des motards. On parlera de logement dans ce 19h avec la 14e édition de la conférence des entreprises publiques locales Outre-mer. Mayotte l'accueille cette semaine, l'occasion de faire le point sur les différents projets en matière de logement et de développement du territoire. Pour mieux en parler, nous serons en direct de Mamoudzou avec le président des EPL, Jean-Léonce Dupont. Et puis, consommation avec une hausse des prix des carburants. Les derniers prix ont été communiqués il y a 10 jours par la préfecture. Une tendance à la hausse qui fait grincer les dents du côté des automobilistes. Reportage et réaction à suivre. Un motard de 31 ans a donc perdu la vie sur la route de Sakouli hier après-midi. La victime, qui aurait perdu le contrôle de sa moto, a percuté un camion sur la chaussée. Aujourd'hui, c'est toute une communauté de motards qui se retrouve endeuillée. Nous avons suivi les obsèques qui se sont déroulées cet après-midi à Mwanatsa, dans le sud de l'île. Yasmine Diafar, à Toumani Simba. C'est une marée humaine recueillie devant la maison dans laquelle il a vu le jour. Madioun Hassani n'est plus. Un départ brutal qui laisse un grand vide et plonge ses proches dans une douleur profonde. Hommes et femmes, familles et amis, ainsi que toute une communauté de motards endeuillés par la perte d'un être cher. Il présente tout pour nous. Il présente une famille. Notre famille, notre frère de route, on a perdu une grande personne, très grande personne, chère personne. On est à 100% avec la famille. On sait que c'est des moments très difficiles. Il ne reviendra plus. Nous, donc, on est là pour l'accompagner au mieux vers son dernière demeure, quoi. C'est sur cette portion de route de Sakouli que la vie de Madioun s'est arrêtée hier en fin d'après-midi. Il venait de terminer sa tournée dominicale avec ses compagnons motards. L'originaire de Mwanatsa aurait perdu le contrôle de sa moto. Il tombe et finit sous un camion garé sur le côté de la chaussée. Vous savez, un motard peut faire attention, mais il y a une voiture qui ne fait pas attention, qui nous rentre dedans. On peut faire attention, il peut y avoir un petit scooter qui passe là, qui n'a aucune formation sur la route, qui nous rentre dedans, ou bien qui nous force, on veut l'éviter et on se retrouve à côté. Les routes aussi, l'état des routes aussi. Ça aussi, ça peut jouer. Donc tout le monde, que ce soit les autorités, que ce soit ceux qui font faire les permis, qu'on fasse en sorte que nous, les usagers fragiles, qu'on soit protégés aussi. Madioun Hassani avait 31 ans. Il laisse derrière lui une femme, 2 enfants et toute une famille derrière lui. Et puis en bref, cette nouvelle agression sauvage sur une plage de Mayotte. Hier en fin d'après-midi, 4 jeunes qui pique-niquaient à Ngouja dans le sud de l'île ont été attaqués par des individus munis de machettes et d'autres armes blanches. L'une des victimes a été sérieusement touchée à la jambe par un jet de pierre. Les agresseurs se sont ensuite emparés des biens des victimes avant de disparaître dans la nature. Une enquête est ouverte. Et on quitte cette actualité morose pour parler de la 14e édition de la conférence des EPL, les entreprises publiques locales Outre-mer. Elle se déroule donc cette semaine à Mayotte, des structures spécialement créées pour aider les collectivités dans l'aménagement du territoire. On en dénombre 105 dans les Outre-mer. Avant d'en parler avec le président de EPL en direct de Mamoudzou, cette question: à quoi servent justement les entreprises publiques locales et quelles difficultés rencontrent-elles à Mayotte? Élément de réponse avec Alda Lidi et Géraldine Lui. Voici un exemple réussi de partenariat public-privé. Piloté par la commune de Chirangui et réalisé par la CIM, une entreprise publique locale, le lotissement de Tsimkoura comprend une 60aine de logements. Tous sont destinés à la location ou à la vente en faveur des familles les plus modestes. En Outre-mer, le logement est l'un des principaux secteurs des EPL.
Aujourd'hui, nous n'avons que la CIM comme partenaire. Depuis 3 ou 4 ans, nous avons un autre partenaire, HSBC, qui est arrivé sur le logement social. Il nous faut encore d'autres opérateurs. Quand je dis la CIM aujourd'hui, c'est CDC Habitat. Donc c'est un partenaire fort. C'est pour ça que nous arrivons à réaliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, la ville de Chirongui aujourd'hui est la première à réaliser du locatif social en dehors du Grand Mamoudzou. Mais c'est vrai que c'est un très très bel outil qui permet à la fois, donc, dans un juste équilibre, d'associer les collectivités locales en fait, à la politique du logement et de l'aménagement du territoire. C'est surtout ça en fait, qu'il faut retenir effectivement donc, dans le recours aux EPL. Plombée notamment par le manque de personnel qualifié, Mayotte ne compte que 3 entreprises publiques locales, 2 sociétés d'économie mixte dont le capital est détenu par des acteurs privés et publics, ce sont la CIM et EDM. La SPL 976 ne compte, elle, que des actionnaires publics. Créée en 2012 par le conseil départemental, elle n'a toujours pas atteint son rythme de croisière. Il y a un plan de restructuration et de redressement qui a été mis en place, qui va prendre tout son effet là dans les mois à venir, qui a l'objectif de justement travailler, mettre en place une ingénierie en interne pour accompagner les collectivités et aussi mettre en place des projets. Là, on va se recentrer en fait, grosso modo, pour l'instant, sur tout ce qui est construction et aménagement de complexes sportifs à Mayotte, parce que vous savez que le besoin est là. Des financements plus simples pour des projets d'aménagement, de transport ou liés à l'environnement. Les EPL sont sans conteste la clé du développement économique des territoires d'outre-mer. La preuve en est, La Réunion, championne des projets d'envergure, compte 33 EPL. C'est 10 fois plus qu'à Mayotte. Et le président de la Fédération des EPL, Jean-Léonce Dupont, qui est actuellement à Mayotte, est notre invité depuis Mamoudzou. Bonsoir, monsieur Dupont. Alors, on l'a entendu dans le reportage, votre objectif reste d'associer les collectivités locales dans votre politique du logement et de l'aménagement du territoire. Alors, comment comptez-vous justement y parvenir très concrètement ? Alors d'abord, effectivement, comme vous l'avez expliqué, il y a plusieurs types d'outils qui s'appellent entreprises publiques locales. Vous avez ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte, vous avez les SPL et vous avez les CEMOP. Pourquoi ces différents outils ? Justement pour pouvoir répondre à des problématiques qui peuvent être différentes, que ce soit en termes de gouvernance ou en termes de financement. Et il faut savoir que dans l'ensemble de la fédération des entreprises publiques locales qui compte à peu près 1300 entreprises, eh bien, l'ensemble des territoires ultramarins représente presque 10% de l'ensemble du nombre total des EPL. C'est montrer comment effectivement ces outils sont reconnus par l'ensemble de ces territoires comme des facteurs efficaces de développement. Alors vous avez raison de le dire, la Réunion est extrêmement dotée avec en réalité 38 EPL. Et en ce qui concerne Mayotte, nous avons 3 outils. Vous l'avez rappelé. L'une qui intervient, la CIM, dans la problématique du logement. Vous avez effectivement EDM qui intervient sur l'énergie. Et puis vous avez une 3e société qui est une SPL. Et en ce qui concerne la SPL, le capital est détenu à 100% par les collectivités territoriales et comme sa présidente vient de l'indiquer, qui aujourd'hui se fixe comme objectif de développer un certain nombre d'outils ou d'aménager ou de réaménager un certain nombre d'outils dans le domaine du sport. Est-ce que justement ces 3 seules entreprises publiques locales à Mayotte ne sont-elles pas insuffisantes pour le développement de l'aménagement de ce département ? Alors, derrière votre question, je crois que vous avez raison, nous pouvons dire qu'il y a énormément de domaines qui pourraient concerner des entreprises publiques locales. Et ça fait partie justement des thèmes de travail, de réflexion sur lesquels nous discutons, des échanges d'expériences. C'est vrai aussi bien dans le domaine du tourisme et notamment du tourisme durable, c'est vrai dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, du traitement des déchets, de la mobilité. Vous avez en France et sur l'ensemble donc de nos territoires un certain nombre d'EPL qui peuvent intervenir dans tous les champs d'activité que j'ai cités. Il y a donc effectivement la place, si les élus le décident, de pouvoir développer le nombre d'EPL ici à Mayotte. Alors vous parlez de l'eau justement, 7 projets d'EPL sont dénombrés dans l'océan Indien, dont un projet dans le secteur de l'eau à Mayotte. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ?
Non, pas directement. Je n'ai pas les informations suffisantes pour vous dire exactement où en est la maturité de ce dossier. Mais naturellement, donc, il est tout à fait possible de monter une entreprise publique locale sur ce champ d'activité. Alors, autre question. Nous savons que Mayotte a beaucoup besoin de fonds, justement, pour se construire, notamment pour construire son territoire. Est-ce que les EPL peuvent aider, justement, le département de Mayotte à obtenir des fonds européens? Et comment, si oui? Oui, alors il y a plusieurs façons effectivement d'obtenir des fonds. Il y a bien sûr un certain nombre de fonds, dont des fonds européens, qui peuvent être mobilisés sur telle ou telle opération. Mais vous avez par exemple une des structures EPL que j'ai citées qui s'appelle la CEMOP, pour lequel en fait vous faites rentrer dans le capital de l'entreprise publique locale une entreprise privée après appel d'offres, et celle-ci peut notamment amener un certain nombre de fonds qui permettent le développement et le traitement de la problématique qui doit être résolue par l'entreprise publique locale. Monsieur Dupont, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Fédération des EPL. Merci. Et on en vient à cette hausse des prix des carburants constatée depuis quelques mois à Mayotte, une inflation qui n'est pas sans conséquence sur le porte-monnaie, surtout après les dépenses du Ramadan et de la fête de l'Aïd, une situation fustigée par les automobilistes que nous avons rencontrés dans ce reportage signé Henliat Bouanaïssa, Henri Fina Mohamed et Youssouf Ahmed Matouar. Les automobilistes ont remarqué que depuis le début de l'année, la flambée des prix pour les carburants a dépassé les 13 centimes. Le super n'est plus qu'à 3 centimes du pic d'octobre 2018 et on n'a pas fini de payer plus cher notre carburant. Pour ce mois de juin, les prix sont en légère hausse de 0,01 € au litre. Si la majorité des consommateurs l'avaient déjà relevé, d'autres découvrent à la pompe cette hausse. Là, je viens juste de l'apprendre que le carburant est monté, mais je ne sais pas à quel prix. Donc là, je vais ravitailler, là, je vais voir après. Et si ça a augmenté de 1 centime, ben, je ne sais pas pour moi, mais c'est pas cher. Je ne sais pas pour les autres. Hein. Et si les autres ils disent que c'est trop cher, ça dépend avec les poches des gens. On ne peut pas dire, ouais, pour moi c'est moins cher et l'autre c'est plus cher. Parce que ça dépend avec le salaire et tout. Il y a des gens qui ont le moyen de payer, il y a des gens qui n'ont pas le moyen de payer. Donc il faut juste que l'État fasse quelque chose, quoi. Comme d'habitude, hein, on subit, voilà, c'est la loi du marché, on augmente. Je pense qu'avant même cette loi, il y a eu des mouvements qu'on a vus un peu partout sur les chaînes. Ben voilà, que faire Déjà avant sur ma moto, là je mets du carburant à 8 € et maintenant plus de 10 € et quelques. Ah putain, c'est pas possible, ça c'est pas normal ça. Malgré l'action des Gilets jaunes, je me rends compte qu'on est toujours la vache à lait de l'État français. Voilà, on a besoin de l'essence, on ne peut pas s'en passer pour aller travailler. Donc ils nous taxent à fond. On se souvient que c'est la hausse des taxes sur le gazole qui est en partie à l'origine du mouvement des Gilets jaunes entamé depuis novembre 2018. Le super en hausse à 1,61 € le litre. Paradoxalement, le gazole est en baisse de 1,35 € le litre. Les explications restent variées. Depuis le 1er janvier, en effet, le prix du baril de Brent de mer du Nord est en hausse de 27,12%, soit la hausse des cours de pétrole sur un trimestre la plus importante depuis 14 ans. Il y a aussi le contexte international qui pèse fortement sur la restriction de l'offre, ce qui provoque cette flambée des cours, les sanctions américaines contre les exportations de pétrole du Venezuela et de l'Iran, la stratégie de l'OPEP de baisse des productions ou encore l'Arabie saoudite qui veut relever les prix pour pallier les difficultés de trésorerie du royaume. Et le cauchemar est encore loin de s'arrêter.
Du foot et la Ligue 1, alors que c'est la trêve estivale pour les professionnels, l'heure est au grand chamboulement au sein de la plupart des clubs. C'est le cas notamment du Dijon Football Club où Antoine Comboiré a annoncé son départ hier soir. Le Canac, qui vient de passer 6 mois en tant qu'entraîneur et après avoir maintenu le club, a préféré tout simplement arrêter. Explication avec Christophe Taris. Antoine Comboiré encore sur le banc dijonnais la saison prochaine. Oui, c'est pas la question. C'était au soir d'un maintien presque inespéré après une demi-saison de souffrance. Bien loin de l'euphorie, Antoine Comboiré était resté mystérieux sur son avenir. Après une semaine de réflexion, l'entraîneur a annoncé sa décision hier soir au président autour d'un dîner. Usé par cette demi-saison stressante et aussi marqué par un accrochage avec des supporters au soir d'une défaite face à Nice, il a préféré ne pas activer sa clause de prolongation. Le président voulait me garder, mais j'avais du mal à me projeter. Par loyauté, j'ai préféré arrêter. Antoine Comboiré ne sera donc resté que 6 mois sur le banc dijonnais. Le temps de réussir l'essentiel, sa mission maintien. Peu importe son bilan de 8 victoires en 24 matchs, son jeu et ses méthodes parfois musclées. Le président Olivier Delcourt doit désormais trouver un successeur avant la reprise de l'entraînement le 3 juillet prochain. Et puis, direction Marseille pour terminer, non pas pour parler de son club de football légendaire, mais pour y retrouver la communauté mahoraise. La cité phocéenne reste la ville de France qui accueille le plus grand nombre de Mahorais. Et ces derniers restent plus que jamais décidés à redevenir incontournables dans les événements concernant sa diaspora. Dernier exemple en date, cette grande journée culturelle organisée ce week-end. Sur place, Ismaël Mohamed Ali, Nordine Ben Smaïl. Une journée culturelle mahoraise sans danse, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Marseille, c'est la base des Mahorais. Tous les Mahorais qui sont dans l'Hexagone, ils se sont débarqués ici à Marseille avant de se lancer dans d'autres villes. C'est la raison que quand nous préparons une activité à Marseille, tous ceux qui sont partis de Marseille se rappellent de cette ville et qui viennent ensemble avec nous tous qu'on est restés à Marseille. Moi, mes personnels, je fais tout ce que je peux pour essayer de les aider, surtout la communauté mahoraise que je connais bien, qui sont aussi des dom-toms comme moi. À la demande des Mahorais de Marseille, une dynamique a été initiée depuis le 2 mai 2019 pour structurer et unir cette diaspora. On a voulu faire cette journée pour pouvoir représenter notre île, qui est moins souvent montrée à la télé ou partout dans les médias. Unir les Mahorais de Marseille, qui ne sont jamais ensemble, alors qu'à Mayotte, nous sommes une société grégaire. Nous devrions vivre ensemble. Or, à Marseille, cela disparaît. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer une journée culturelle? Parce que la culture passe par là. Venus de l'ensemble du territoire hexagonal, les jeunes Mahorais n'ont pas boudé cet événement majeur du calendrier. Je suis parti hier soir de Bordeaux, je suis arrivé ce matin pour pouvoir être là dans cette journée, pour faire découvrir à mes compatriotes que nous avons nos produits à métropole. Ça nous fait rappeler chez nous, parce que vu qu'ici on ne trouve pas tout le temps, et il faudra qu'on commande, ou bon, il y a des gens comme le monsieur, et ils ouvrent des boutiques ici, ils commandent à Mayotte, après ça vient ici. Après nous, bon, ça nous arrange beaucoup parce qu'au moins il y a quelqu'un qui le fait, on peut s'acheter. La culture culinaire, l'entrepreneuriat, le bien-être, rien n'a manqué. Je suis plutôt auto-entrepreneur et le but vraiment c'est de proposer justement la meilleure qualité de vie en proposant des produits naturels et sains. Véritable réussite, cette journée culturelle des Mahorais de Marseille est appelée à se renouveler l'année prochaine. Et qui saute pas n'est pas marseillais. Fin de ce journal. Avant de nous quitter, je vous rappelle ce drame de la route qui a coûté la vie d'un jeune motard de 31 ans hier après-midi. L'accident s'est déroulé sur la route de Sakouli dans la commune de Bandélé. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi dans son village d'origine, en Bouanatsa, en présence des membres de la Fédération des motards de Mayotte.
Un moment de peine et de recueillement qui a endeuillé toute une communauté de motards dans le département. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité renouvelée sur nos 3 médias, télé, radio et Internet. Dans un instant, le journal en maoré qui vous sera présenté par Darwesh Daou. L'information reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale, puis à 13h avec le journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée à tous et à demain, 19h pour toute l'actualité.